Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Le Québec a tout intérêt à entendre cet appel. La rencontre, la traverse, Bocoté. Ça a été tellement blessant, là. On va traverser cette crise-là, mais on doit y voir l'occasion de se réformer véritablement. Oui, mais il faut que le fruit soit mûr pour bouger dans une société. Le choc a eu lieu. Emmanuel, est-ce qu'on pourrait dire que compte tenu du contexte qui a été créé par les propos de Donald Trump, que le Parti conservateur s'en est quand même bien tiré dans ce contexte-là? Oui, c'en est bien tiré. Je veux dire, c'est très, très difficile de... Tu sais, une campagne électorale, on peut dire la stratégie, c'est juste, c'est pas juste, c'est ça qui arrive. Tu sais, gouverner, c'est adapter à des crises, à des imprévus, puis une campagne électorale, c'est un test de leadership. Si tu veux réduire ça à sa plus simple expression, là. Puis, veut pas, Pierre Poilievre, il n'a pas passé. Il n'a pas gagné son élection. Donc, il peut se réconforter en se disant, ben j'ai mieux fait que les autres, le verre est à moitié plein, j'ai fait des gains dans les régions où il y a des cols bleus, représentés par des grands syndicats, Windsor, Hamilton, mon message sur la classe moyenne, ça, j'en suis, là, bravo, tant mieux, mais tu n'as pas gagné. Puis le pire, moi, ce que je trouve très révélateur là-dedans, c'est que les sondages on a beaucoup martelé, c'est une élection sur Trump. Non, il y a eu 2 élections en même temps, là. Pourquoi? Parce que quand on regarde les résultats des intentions de vote, dans les faits, il y a 41% des Canadiens qui ont dit, tu sais, c'est le temps du changement, il faut donner un coup de barre, etc., qui ont voté conservateur, puis il y en a 43% pour qui c'était une élection Trump. Alors, c'est là, je pense qu'on voit qu'il a vraiment, il a vraiment échoué son test de leadership parce qu'il y avait quand même un nombre historique de Canadiens qui étaient prêts à l'appuyer. Donc, il n'en manquait pas beaucoup pour y arriver. Les gens demandaient à être rassurés, puis c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire, là. Mathieu, François Legault se convainc que l'arrivée de Carney, c'est une bonne chose parce qu'ils partagent tous les deux la même vision de l'économie, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que M. Legault fait vraiment tout ce qu'il peut pour nous convaincre qu'il n'est plus un premier ministre nationaliste. C'est-à-dire que devant Mark Carney, qui est objectivement un centralisateur, un fédéraliste assez dur, on le voit dans ses propos sur l'économie, en une économie plutôt que 13, ça veut dire concrètement le Québec perd beaucoup d'autonomie. Là. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Immigrationniste au possible. Alors, on nous dit, c'est assez amusant, on dit, oui, il veut ramener un peu les seuils à la baisse. Oui, il veut passer de très, 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 très trop à très, très trop. Bon, mais ça demeure quand même des seuils d'immigration. Oui, Emmanuel, je termine ma phrase, si tu me permets. Donc, il veut des seuils d'immigration qui sont dans des proportions qui dépassent largement la capacité d'accueil et québécoise et même canadienne. C'est quand même un multiculturaliste convaincu et décomplexé. Donc, M. Legault, dans les circonstances, ne sait plus quoi répondre parce qu'il n'y a plus de marge de manœuvre par rapport à Ottawa. M. Legault, en fait, n'a plus de nationalisme que rhétorique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se cherche un cap, il ne le trouve pas. Et considérer Mark Carney comme une bonne nouvelle d'un point de vue québécois, ça témoigne d'une capacité d'imagination qui frise le délire. Donc, j'ai tout le respect du monde pour M. Legault, mais il s'imagine des choses en ce moment. Probablement, c'est la manière du type qui dit « Je vais foncer dans le mur, je vais foncer dans le mur, je vais foncer dans le mur », mais c'est un mur de barbe à papa. Donc, ça me fera pas mal. Mais quand il rentre dedans, c'est pas un mur de barbe à papa, puis ça fait mal. Emmanuel, qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, ce qui me... Tu sais, sur l'économie, je suis capable de voir là, que M. Legault dit « OK, on a un premier ministre qui va s'occuper de l'économie, dans le contexte, c'est bien, c'est de ça qu'on a besoin, etc. » Mais sérieusement, c'est vrai que c'est fort de café quand il dit sur l'immigration aussi, là, on se rejoint. Parce que baisser les seuils généraux d'immigration, OK, mais là, maintenant, il est rendu un consensus au Canada autour de ça. Renvoyer les demandeurs d'asile refusés, je veux juste vous dire, les amis, que le gouvernement le fait déjà, là, ceux qui se pointent à la frontière, à la colle, puis qui sont déjà aux États-Unis, on les renvoie tout de suite, là, et protéger la langue française. OK. Qu'est-ce qui arrive au combat que mène M. Legault depuis plus d'1 an et demi pour que
les demandeurs d'asile à leur arrivée au Québec soient redirigés vers d'autres provinces. Parce qu'on s'entend, c'est pas le demandeur d'asile qui est ici depuis 3 ans, dont la petite fille va à l'école du coin, puis qui s'est trouvé une job en attendant, que tu vas dire « Hey, mon Jack, on t'enlève de ton appartement, on te met sur un avion, puis on t'envoie à Sarnia. » La façon de le faire logique, là, c'est quand ils débarquent à l'aéroport. Tu les prends, puis là, tu les envoies ailleurs. Ça, là, pas un mot. Alors, c'est le nerf de la guerre. C'est le truc le plus névralgique, le plus difficile, sur lequel le Québec a moins le contrôle, qui nuit le plus à la capacité d'accueil du Québec. Puis ça, il le passe sous silence. Alors, moi, je trouve que c'est ça qui est révélateur de l'espèce de côté un peu démuni de M. Legault, essayer de trouver comment il va se faire un rapport de force, là. Et si je peux me permettre, moi, présenter M. Carney ou M. Legault comme des figures de référence en matière économique en ce moment, je trouve que ça relève d'une certaine audace. De dire, la politique de l'endettement systématique, peut-être que ça passe auprès de certains pour une forme de créativité économique. Pour le reste, l'endettement systématique, vu en plus l'état d'endettement qu'on a déjà, donc la politique du déficit, d'où vient l'idée que ce soit une idée économique formidable? Il ne suffit pas de dire économie, économie, économie pour qu'on soit obligé de les prendre au sérieux. Donc, je pense qu'il y a à travers cela une volonté de la part de M. Legault de se réconforter à peu de frais et en ramenant toujours ses demandes à la baisse. Mais ça, c'est inévitable. Quand on est un nationaliste autonomiste québécois qui ne veut pas aller jusqu'à l'indépendance, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait des demandes fortes. Ottawa dit non. On fait des demandes moins fortes. Ottawa dit encore non. On fait des demandes encore moins fortes en espérant qu'Ottawa dise non. Mais Ottawa dise oui, mais Ottawa dise encore non. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? On fait plus de demandes du tout. Puis on dit qu'on est très heureux du type qui vient d'arriver parce qu'au fond de nous-mêmes, on pense pareil, lui puis moi. Ça, je pense que c'est en fait une manière de penser positive qui correspond pas à la réalité. En terminant, dans un point de presse, Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ a eu des mots assez durs, je crois, envers le Bloc québécois. On écoute un extrait de ce point de presse. C'est une élection dans le cadre duquel aussi le Bloc est maître de sa stratégie, donc c'est pas notre campagne. De sorte que si le Bloc commence la campagne en disant on suspend l'indépendance pour 1 an, et ensuite on valide Mark Carney d'une certaine manière en disant on a hâte de collaborer avec lui, j'ai obtenu son cellulaire, etc., vous le savez, là, vous connaissez nos positions, ça limite également le degré d'intervention qu'on peut faire dans le but de ne pas nuire à la campagne du Bloc qui fait ses propres choix et qui, dans la mesure où les choix ne correspondent pas à ce qu'on a dit et à ce qu'on pense au Parti québécois, ne permettent pas d'avoir les deux partis côte à côte. Écoute, Emmanuel, il est en train de se demander si le Bloc est encore souverainiste, là. Clairement. Il est en train de se demander si le Bloc est encore souverainiste, en train de se demander si le Bloc est encore utile. Moi, je pense que on peut débattre. Je ne comprends pas pourquoi M. Saint-Pierre Plamondon a fait cette sortie aujourd'hui, le lendemain d'un échec. C'est pas son échec, c'est pas sa défaite. Il n'y a personne qui lit ça. Tout le monde a vu les sondages que M. Blanchette n'a pas été capable d'aller faire le plein de votes souverainistes, là. Cependant, il met le doigt sur un vrai défi, je pense, auquel le Bloc va devoir répondre, qui est le fruit de la nouvelle réalité politique dans laquelle on est. Quand tu es en 1997, quand tu es en 93, quand tu es en 2000, quand tu es en 2004, tu fais campagne, la voix du Québec, on s'en va, on est les souverainistes qui débarquent à Ottawa. OK? À partir du moment où on rentre dans des cycles où la majorité des derniers gouvernements ont été minoritaires, mais là, le Bloc, puis tant que c'était des gouvernements majoritaires, c'était facile, dans le fond, pour le Bloc de mener sa campagne parce qu'il avait le droit d'être souverainiste à mort. Il avait le droit de se battre comme des malades sur des projets de loi, des trucs comme ça, qui allaient à l'encontre là, des valeurs des Québécois, etc. L'espèce de quadrature du cercle, elle était possible. À partir du moment où on est dans des cycles de gouvernement minoritaire perpétuel, mais là, on se retrouve avec un chef du Bloc qui dit qui pour gagner ces élections, renonce à la souveraineté en disant je vais faire fonctionner le Canada. Là, il y a comme un pas, là, tu sais, entre je vais défendre les intérêts du Québec, puis je serai responsable envers le Canada. Ben oui. Je comprends que ce soit légitime, je ne comprends pas pourquoi le chef du Parti québécois
a fait cette sortie-là aujourd'hui. Mais Mathieu, on le reçoit, Paul Saint-Pierre Plamondon, à l'émission dans quelques minutes, vers 4h10. Mathieu, il dit tout haut ce que plusieurs souverainistes pensent tout bas concernant le Bloc. Que le Bloc ait raté sa campagne me semble évident. Moi, de la photo affichée par Yves-François Blanchet avec Danny Laferrière, après que Danny Laferrière a encore une fois donné un cours de morale aux Québécois. Danny Laferrière qui n'hésite pas à dire en France que les Québécois sont tellement consanguins, qu'ils sont enfermés dans eux-mêmes, puis sont pas très cultivés, puis sont pas très ouverts sur le monde. Tu sais, à un moment donné, quand il dit que j'ai le portable, on dirait en France, j'ai le 06, j'ai le portable de Carney, on va être capable de se parler. C'est une stratégie qui était mauvaise. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que M. Blanchet n'est pas souverainiste. Hein. Évidemment que c'est un souverainiste, mais c'est un souverainiste de 2008. C'est un souverainiste d'une époque où les souverainistes croyaient plus être capables de faire la souveraineté. Donc, c'est un souverainiste, on ne doute pas qu'il va voter oui, on ne doute pas que c'est un indépendantiste, mais c'est un souverainiste qui n'est pas axé sur une politique d'accession rapide à l'indépendance. Donc là, c'est une stratégie qui a buté, qui a échoué d'autant qu'il est plus souvent. Pour lui, nationalisme et progressisme se confondent. Or, il faudrait se rappeler qu'à un moment donné, le nationalisme québécois doit s'élargir à droite aussi pour être capable d'avoir la force de frappe nécessaire au référendum. Ça ne veut pas dire qu'un bloc n'est pas nécessaire à Ottawa. Quand il va y avoir le référendum en 2027, normalement, un bloc va être très utile à Ottawa pour dire un instant, on parle aux ambassades étrangères, aux ministres étrangers, il y a une place pour un parti indépendantiste à Ottawa. Mais c'est simplement que le bloc préfère souvent jouer la carte du progressisme plutôt que du nationalisme, de la variable québécoise, la variante québécoise du progressisme pan-canadien plutôt que d'un nationalisme de rupture. Je pense que tout ça est vrai. Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon aurait pu attendre 48 heures pour le dire. Je pense qu'il aurait pu prendre quelques jours pour ça. Manifestement, ça le travaillait. Il voulait le dire aujourd'hui. Mais là, de toute façon, tout ça est devenu assez secondaire. La question du Bloc ne se pose plus pour un bon moment. La prochaine élection, elle est à Québec en 2026. Et de ce point de vue, le Bloc devra, je crois, s'aligner sur une stratégie souverainiste qui n'a peut-être pas, c'est peut-être pas la stratégie qu'il privilégie, mais puisqu'on a toujours convenu que le navire amiral est à Québec, on verra la suite. Puis par ailleurs, des désaccords avec le Bloc et le PQ, il y en a souvent eu entre Bouchard, Parizeau. Faut se rappeler, c'est une longue histoire de désaccords circonstanciels sur le fond des choses. Quand le référendum arrive, s'il arrive, tout le monde vote oui. Merci beaucoup à vous deux. Merci, bonne soirée. Au revoir.